Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles enquêtes impossibles. San Diego, une ville baignée de soleil dans le sud de la Californie. Elle vit au rythme indolent du Pacifique. Et puis un jour tout se détraque. Une belle étudiante est sauvagement agressée de 50 coups de couteau. La population s'émeut. La police interroge des centaines de suspects potentiels, en vain. Tandis que l'enquête piétine, le massacre se poursuit. Alors dès lors, la panique s'empare des jeunes filles. Elles se barricadent chez elles, se procurent des armes, tremblent au moindre bruit suspect. L'histoire que je vais vous raconter est le récit de cette terrifiante enquête. L'attitude de Chris Burns est suspecte autant qu'incompréhensible. Car s'il est l'auteur de l'homicide, comment expliquer qu'il ait passivement attendu l'arrivée de la police en se prélassant devant la télévision? Dans le cas contraire, s'il est innocent, que penser de son indifférence face à des indices qui auraient dû normalement le mettre en alerte, ou du moins attirer son attention? Le sac à main, le haut du maillot de bain de son ami abandonné dans l'appartement. Les enquêteurs interrogent les proches du jeune couple afin de déterminer la nature exacte de sa relation. Et ce qu'ils découvrent va encore épaissir le mystère et élargir le nombre potentiel de suspects. Parvenus à ce stade de l'enquête, 3 pistes s'offrent aux policiers. Rongé par la jalousie parce que Tiffany s'exhibait nue dans un club de striptease, Chris Burns se serait acharné sur elle à coups de couteau, puis, jouant son va-tout, plutôt que de prendre la fuite, il serait resté dans l'appartement prétendant tout ignorer du drame. Seconde hypothèse, plausible. Un habitué du club serait tombé en vain éperdument amoureux de la jeune femme. Il l'aurait suivi pour localiser son appartement et l'aurait poignardée par dépit, la sachant seule chez elle. Enfin, les enquêteurs n'excluent pas que l'un des voisins de l'étudiante soit l'auteur de la tuerie. Un mois plus tard, tandis que l'enquête piétine, la police de San Diego reçoit l'appel angoissé d'un habitant de l'immeuble situé en face de l'appartement qu'occupait Tiffany. Elle était étendue sur le dos. Son corps était en partie sous le lit, principalement à cause des dimensions de la pièce. Ses jambes étaient tendues, mais écartées. C'est très étonnant que le tueur ait réussi à la poignarder dans la poitrine. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ces jeunes filles se sont débattues de toute leur force. Les signes de lutte étaient manifestes. Il a pourtant réussi à viser exactement au même endroit que la fois précédente, au niveau de la cage thoracique, juste au-dessus du cœur. C'était un individu très doué et très fort, bien plus fort que ses victimes. On cherchait un jeune homme blanc, la vingtaine. L'individu était certainement asocial et souffrait de problèmes relationnels au sens large, et avec les femmes en particulier. Les criminologues ont depuis longtemps réussi à établir le profil psychologique des tueurs en série. La plupart d'entre eux possèdent comme trait commun les maltraitances et les scènes violentes à caractère sexuel dont ils ont été témoins et victimes dans l'enfance. Ils ont fait pipi au lit jusqu'à l'âge adulte, ont maltraité des animaux avant d'agresser des humains. Mais on sait également que leurs fantasmes sont axés sur la domination et qu'à l'adolescence, ils avaient une préférence pour les activités auto-érotiques comme la pornographie, la masturbation, le voyeurisme et le fétichisme. Blessures à la tête subies lors d'accidents ou de violences physiques. Traumatisme lors de l'accouchement. Ces cas ont été suggérés comme les maillons importants d'un comportement agressif et violent. Certains chercheurs associent des liaisons du cortex préfrontal, la région impliquée dans la planification et le jugement, à un comportement psychopathique. Sachez encore que la grande majorité des meurtriers multirécidivistes sont des hommes blancs, âgés de 18 à 40 ans, célibataires ou divorcés, et n'exerçant pas de métier stable. Dans notre enquête, aucun suspect ne regroupe ces caractéristiques.
par poignarder la jeune fille. Le meurtrier a dérobé la bague en opale qu'elle portait au doigt. S'emparer d'un objet précieux, le conserver en guise de trophée est un rituel macabre que pratiquent nombre de tueurs en série. Ne se contentant pas de soustraire la vie de leurs victimes, les prédateurs s'approprient un fragment tangible de leur intimité. Et ils peuvent, le cas échéant, s'en servir comme stimulant sexuel pour revivre plus tard les émotions qu'ils avaient éprouvées lors du meurtre. Mais revenons-en, si vous le voulez bien, à notre affaire. Bienvenue dans votre édition matinale des informations locales. Une nouvelle étudiante a été retrouvée morte. Dans tout San Diego et particulièrement dans la zone où les meurtres avaient eu lieu, c'était la panique. Ça a été la plus grande chasse à l'homme qui ait jamais été organisée à San Diego. On a mobilisé des centaines d'agents sur cette affaire. Et au laboratoire, les experts étaient occupés 24 heures sur 24 à effectuer des analyses ADN. Puis, le 2 mai, un mois après le meurtre de Holly Tarr, la police est appelée pour intervenir dans une maison dans les quartiers est de San Diego. Une femme âgée de 38 ans, Elissa Keller, est retrouvée assassinée dans son appartement. Doit-on la considérer comme la 4e victime du tueur de Claremont? Le corps était dans une position similaire. Les coups de couteau se trouvaient au même endroit, concentrés au niveau de la poitrine. Cela étant, cette victime n'avait pas le même profil que les 3 précédentes. Toutes 3 étaient des femmes très jeunes et particulièrement séduisantes, et aucune n'avait plus de 21 ans. Là, on avait une femme d'âge moyen qui avait été poignardée 1 ou 2 fois. Ça n'avait pas l'air d'un acte de vengeance et elle ne semblait pas avoir été violée et effectivement, elle ne l'avait pas été. Des signes d'effraction avaient été relevés. Et le crime s'était produit de nuit, dans un tout autre quartier de la ville. La seule similitude avec les autres affaires, c'était que la victime était une femme blanche et qu'elle avait été poignardée. Ça pouvait aussi coller avec des tas d'autres affaires. Les critères qu'on recherchait, c'était la violence, l'acharnement et la répétition, significatifs de l'œuvre d'un tueur en série. Et de toute façon, on n'avait pas affaire à un cambrioleur. Quand les policiers sont arrivés sur place, ils se sont demandé si le crime avait quelque chose à voir avec l'affaire du tueur de Claremont. Et puis, ils se sont fait la réflexion suivante. Ce n'était pas le secteur de Claremont, mais un quartier éloigné d'une quinzaine de kilomètres. La victime n'était pas une jeune femme et cela ressemblait plutôt à un cambriolage ayant mal tourné. Contrairement aux 3 autres victimes, Elissa a été agressée de nuit. Elle a été frappée et étouffée, ainsi que poignardée. Son visage a été recouvert d'une serviette. Si son agresseur a essayé de reproduire le mode opératoire du tueur de Claremont, le résultat est maladroit. Ils ont réfléchi à toutes les hypothèses possibles et ils se sont dit que quelqu'un essayait peut-être d'imiter le tueur et cherchait ainsi à se faire un nom lui aussi. Est-ce qu'il s'agissait d'une tentative de reproduire ce qu'un autre avait fait à Claremont? À ce moment-là, les enquêteurs ne savaient pas. Les tueurs qui copient un tueur en série, c'est très rare. Copier est dans la nature humaine. Mais ce n'est pas un comportement que l'on retrouve généralement chez les tueurs en série. À ce stade, on en a conclu que c'était un meurtre parmi tant d'autres dans le comté de San Diego. Il s'agissait d'un incident isolé, loin de la zone des autres meurtres, et donc pour la police, il n'avait pas de lien avec la série des meurtres précédents. 4 femmes lardées de coups de couteau. 4 meurtres d'une cruauté inimaginable. La panique s'est définitivement emparée de San Diego. Les enquêteurs hésitent néanmoins à associer le meurtre d'Elissa Keller à ceux des 3 jeunes filles âgées, elles, de 18 à 21 ans. 2 raisons alimentent cette hypothèse. En effet, le profil de la dernière victime ne correspond pas à ceux des précédentes et le lieu du crime est très éloigné de la résidence Claremont. Or, les criminologues n'ignorent pas que les tueurs en série choisissent leurs victimes selon une typologie bien précise et qu'ils opèrent dans ce qu'ils considèrent comme une zone de sécurité, le quartier où ils résident, conscients que s'en éloigner
représente pour eux un danger supplémentaire. Après des mois d'enquêtes infructueuses et quantité de fausses pistes, les enquêteurs vont-ils enfin parvenir à appréhender le tueur en série qui terrorise la ville? Par ailleurs, existe-t-il un lien entre le prédateur et les cambriolages signalés au domicile des adhérentes du club de fitness? Le 3 février 1991, un individu tente de s'introduire chez une femme peu après son retour de la salle de gymnastique. Le témoignage de son voisin va enfin faire basculer l'enquête. La nouvelle de l'arrestation du tueur se répand rapidement à San Diego et à travers tout le pays. Auteur de 6 meurtres, Cleophus Prince, le tueur de Clermont, est enfin arrêté. Des journalistes du San Diego Union Tribune lui ont consacré un article dans lequel on apprend qu'aîné de 8 enfants, il a été élevé dans un quartier pauvre d'une ville d'Alabama. Son père avait purgé une peine de prison pour viol et meurtre au second degré. Peu doué pour les études, Cleophus Prince s'engage dans la marine en 1987 et commet 2 menus larcins durant les 2 ans qu'il passe sous les drapeaux. Installé à San Diego, il vit de rapines et de cambriolage. Et puis, progressivement, une folie meurtrière s'empare de lui de façon irrépressible. Notons enfin qu'afro-américain et vivant en couple, Prince ne correspondait pas au profil des tueurs en série tel que défini par les experts du FBI. Et cette particularité a sans doute ralenti l'enquête et a peut-être eu pour conséquence de ne pouvoir éviter la mort des 3 dernières victimes. Quoi qu'il en soit, l'arrestation du prédateur est ressentie par chacun comme une délivrance, à commencer par le père de Tiffany Schultz, la première jeune femme assassinée. À ce moment-là, je me suis agenouillé et j'ai récité une prière pour Christopher Burns. Je l'avais accusé à tort et je n'avais pas cessé de répéter qu'il était un assassin alors que ce n'était pas le cas. Le bureau du procureur du district et son enquêteur m'ont présenté leurs excuses pour tout ce que j'avais enduré. Repenser à ce drame me bouleverse encore. Parfois, je suis au volant de ma voiture en route pour le travail et j'entends une chanson à la radio et je craque. Prince est L'apparition des tueurs en série n'est pas un phénomène récent. Mention en effet dès la plus haute Antiquité. Cependant, depuis Jacques l'Éventreur, la presse a largement contribué à populariser leurs sinistres exploits. La distribution géographique des tueurs en série est très inégale. Avec seulement 5% de la population mondiale, les États-Unis ont produit 76% de tous les meurtriers multirécidivistes connus au XXe siècle. Aucun des 50 États n'est épargné, mais certaines régions sont plus dangereuses que d'autres. Avec 134 cas, soit presque 10% de tout le pays, la Californie vient en tête, suivie de la Floride et de l'État de New York. L'Europe et la France ne sont pas à l'abri du phénomène. Le baron Gilles de Rais, l'homme le plus riche de France, le compagnon de Jeanne d'Arc, fut brûlé vif pour avoir assassiné des centaines d'enfants lors de rituels sataniques. Plus proche de nous, Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien, a été condamné en avril 2001 à une peine d'emprisonnement à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, pour avoir tué 7 femmes. Suite à cette affaire, Élisabeth Guigou, garde des Sceaux de l'époque, avait mis en place un fichier regroupant les empreintes génétiques des déséquilibrés sexuels. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos enquêtes impossibles.